Bonjour à tous. Bonjour, moi je suis Olivia Devendio, directrice commerciale de l'offre dématérialisation chez Access. Bonjour, je m'appelle Maxime Joly, je suis responsable avant-vente et partenariat chez Access. Alors, bienvenue dans ce nouveau webinaire qui porte donc sur la facture électronique. On va répondre à vos questions que vous avez été nombreux à nous poser, donc notamment sur LinkedIn. Donc, merci à tous pour votre participation. Donc, on a pu constater ces derniers temps, par les échanges qu'on a eu avec vous, avec les clients, avec les partenaires, que certains points restaient en suspens ou encore compris, et que même avec le report de la mise en place de la réforme, vous restez quand même bien mobilisés pour mettre en place la facture électronique dans vos entreprises. L'idée du jeu, ça va être de répondre à toutes ces questions et de faire en sorte que ce soit le sujet le plus simple possible à aborder pour vous. Donc déjà, on va démarrer avec une rapide présentation d'Access. On va répondre à vos questions, puis on va conclure sur tout ça. Alors, Access accompagne ses clients depuis plus de 20 ans et un projet d'envergure. Voilà, on a 300 collaborateurs aujourd'hui, on a une structure telle qui nous permet d'avancer sur notre projet et de garder vraiment l'agilité et la flexibilité qui nous caractérisent. Donc, Access, c'est aussi et surtout un accompagnement. C'est une solution qui est globale et qui va se traduire aujourd'hui par 3 pôles d'expertise. Donc, on a le pôle cloud, qui va concerner la mise en place des infrastructures informatiques de nos clients et l'hébergement de nos solutions. Et il faut savoir également qu'on a nos propres data centers qui sont exclusivement situés en France. Donc, on peut se vanter aujourd'hui de proposer des solutions cloud 100% souverain. Nous avons le pôle Digital Service. Donc là, c'est une véritable agence de marketing de 40 personnes qui va travailler sur votre communication digitale avec du développement open source, du conseil, de la formation, mais également aussi la gestion des réseaux sociaux. Donc sur ce pôle, on compte pas mal de clients prestigieux comme par exemple Paris Musée ou encore l'UNESCO. Et enfin, on a le pôle édition de logiciels. Donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, où là, on va proposer nos solutions de dématérialisation sur tout secteur d'activité confondu. Donc, notamment avec Nexia, avec le traitement des factures et des documents en général, parce que c'est vraiment un sujet qui concerne toutes les entreprises. Sur ce pôle-là, on va également proposer des logiciels qui sont focus sur la santé au travail, sur l'éducation, sur la formation. Et puis également Spelog, qui est un logiciel qui digitalise la relation client et le service après-vente dans le domaine de l'industrie. Donc voilà, donc autour de ces 3 pôles, c'est plus de 4000 clients qu'on conseille et qu'on accompagne chaque jour grâce à notre expertise assez large de la digitalisation. Donc vous pouvez voir sur le slide suivant quelques références clients qui démontrent vraiment de la diversité de leur activité et de ce qu'on peut faire pour eux. Donc là, par exemple, parmi toutes ces références, on est très fiers d'accompagner, par exemple, aujourd'hui, le groupe Terre du Sud. Terre du Sud, c'est un acteur majeur de l'agroalimentaire avec plus de 1400 collaborateurs. Donc, ils sont clients chez nous depuis plusieurs années. Ils utilisent nos solutions. Et là, d'ailleurs, dernièrement, ils ont renouvelé leur confiance pour évoluer avec nous sur la nouvelle version en SaaS de Nexia. Et ils nous ont choisi, d'ailleurs, pour leur mise en conformité par rapport à la loi 2024. Rapidement, donc quelques chiffres sur Access. Alors moi, j'ai choisi d'en mettre 2 en évidence aujourd'hui. C'est 65% de revenus récurrents. Donc, ça montre vraiment la satisfaction et la fidélité de nos clients. Donc, on les remercie, on est très fiers de ça. Également, donc 12% de notre chiffre d'affaires qui est réinvesti en recherche et développement. Donc là, c'est vraiment la garantie de solutions qui sont évolutives et compétitives. Et ça va se traduire par des solutions notamment en mode SaaS qui permettent aux clients de bénéficier de mises à jour et d'évolutions régulières de nos solutions, de nos logiciels. Et ça, c'est une vraie différence que vous pouvez constater. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. On va répondre à toutes vos questions avec Maxime. Donc encore une fois, merci pour votre participation, pour vos questions. C'est un sujet qui interroge beaucoup. Donc on va tout faire pour vous apporter des réponses qui soient simples, claires et précises autour de cette réglementation. Voilà. Et puis juste avant de passer à ces questions, juste avant de passer à ces questions, juste pour vous rappeler, effectivement, on en a reçu énormément et on vous remercie. Il faudrait des heures pour toutes les traiter. Ce ne sera pas jouable aujourd'hui. Donc, si vous en avez d'autres ou si certaines que vous aviez n'ont pas pu être traitées aujourd'hui, n'hésitez pas à nous les faire parvenir et à prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse échanger ensemble sur votre projet. Alors, pour commencer, rendre le sujet de la facture électronique plus simple et le moins technique possible, on va revenir sur le vocabulaire incontournable à connaître. Donc, il y en a pas mal. Là, aujourd'hui, on
va prendre 4 termes qu'on entend fréquemment. Donc, les 4 termes que voici. Donc, déjà, facture électronique. Facture électronique, c'est quoi? C'est une facture émise, transmise et reçue sous forme dématérialisée. Donc, elle doit comporter un socle minimum de données sous un format qui est structuré. Et c'est ça qui va vraiment la différencier d'une facture papier ou d'un PDF classique. Donc, les données, ces données structurées, ça va être quoi? Par exemple, ça va être la date, le numéro de facture, l'identité du vendeur, le numéro du bon de commande, etc. Donc, cette facture, elle va être adressée par l'intermédiaire du portail public de facturation ou d'une autre plateforme de dématérialisation. Et l'objectif de cette dématérialisation, c'est vraiment de garantir la valeur légale de vos factures électroniques. Donc, vous allez rencontrer plusieurs formats de factures électroniques. Là, on va en parler de 3. Donc, il y a le PDF simple. Donc, lui, il va sûrement disparaître, mais il doit quand même garantir 3 principes aujourd'hui. Donc, c'est l'authenticité de l'émetteur de la facture, l'intégralité du contenu et la lisibilité de la facture. Ensuite, vous avez un autre format, c'est le format de la facture électronique structurée. Donc là, vous avez un exemple à l'écran. Donc, c'est un fichier qui est lisible par l'homme, mais qui est organisé pour qu'il soit également lisible forcément par les logiciels. Donc, la facture, elle va contenir des balises qui vont dire au logiciel, ici se trouve telle information. Et sa structure, elle va permettre de répondre notamment à des enjeux d'efficacité, comme par exemple la détection de doublons. Et enfin, on a le format de facture électronique mixte. Donc là, c'est un mélange des 2 précédents formats, un mélange entre un fichier PDF et un XML. Donc, ça va vraiment devenir un standard quand la loi va être appliquée. Et on appelle également ce format FactureX, donc aussi un terme que vous avez dû entendre pas mal de fois. Autre terme important, e-invoicing. Donc là, tout simplement, c'est la facturation électronique. Donc, c'est la procédure qui va consister à numériser la création, l'émission et le stockage des factures par une plateforme numérique dédiée. Donc, ça va concerner en fait l'ensemble des opérations d'achat et de vente des biens ou des prestations de services qui sont effectuées par des entreprises établies en France, donc qui ont un numéro de TVA. Donc, dès qu'il s'agit d'opérations dites domestiques, c'est-à-dire qu'elles concernent le territoire national. Donc ça, c'est une procédure qui est déjà mise en application sur le secteur public avec le système Chorus Pro. Donc, c'est une solution qui est mutualisée de facturation et qui permet de traiter les données des factures facilement et de les transmettre automatiquement à l'administration fiscale. Autre terme, donc le e-reporting. Donc là, on va parler de e-reporting, c'est la transmission à l'administration fiscale, donc à l'État, de certaines informations qui sont relatives à des opérations commerciales qui ne sont pas considérées, qui ne sont pas concernées par la facturation électronique, donc par l'e-invoicing. Donc, ça va concerner toutes les opérations de vente et les prestations de services, soit avec des particuliers, soit avec des opérateurs qui sont établis à l'étranger. Donc, ça va vraiment permettre à l'État de reconstituer l'activité économique la plus complète possible des entreprises. À terme aussi, l'État veut proposer aux entreprises un pré-remplissage de leur déclaration de TVA. Il faut savoir également que les données de transaction de e-reporting devront être transmises par l'entreprise qui réalise l'opération et par l'intermédiaire du partenaire choisi ou par le portail de facturation. Par contre, donc petite chose aussi à savoir, les opérations qui bénéficient d'une exonération de TVA sont bien sûr dispensées de facturation et elles n'entrent pas dans le cadre du champ de e-reporting. Voilà. Et enfin, le dernier terme qu'on a choisi de vous exposer aujourd'hui, c'est cas d'usage. Donc, dans le cadre de la réforme, il y a 38 cas d'usage. Donc, déjà, un cas d'usage, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qui est utilisé pour désigner de manière assez large la bonne application d'une solution pour que celle-ci, elle soit utile. Donc, ces cas d'usage, ils sont décrits dans les spécifications qui sont données par l'État pour permettre à chaque acteur de la réforme de proposer un outil qui soit en adéquation avec la loi. Ça va stipuler forcément les demandes et les obligations de chacun. Donc, c'est avec ce support qui est assez dense et assez complexe que nous, on a pu élaborer l'offre Nexia, qui va permettre à nos clients une mise en conformité avec la loi et bien sûr, toujours parce que c'est notre objectif, d'aller plus loin dans la digitalisation de leur processus métier. Donc, il faut savoir que donc il y a 38 cas d'usage et pour chacun des cas, il y a plusieurs étapes. Donc, parfois, pour un cas d'usage, il y a plusieurs dizaines d'étapes. Donc, à chaque étape, on a le nom de l'étape, les acteurs responsables de cette étape qui entrent en jeu et la description de cette dernière. Donc, c'est vraiment un travail d'analyse intense et un développement que les équipes, elles ont réalisé pour vous proposer une solution qui soit à la fois simple, accessible et performante. Voilà. Donc, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet avec une question, moi, qu'on me pose quand j'échange avec mes clients. Le PPF, le PDP, OK, et l'OD dans tout ça. Donc, avec Maxime, on va vous permettre d'y voir plus clair. Donc, je vais commencer. Donc, précédemment, je vous ai parlé des spécifications qui ont été données par l'État
Donc, l'État a fait un document qui stipule ce que les plateformes partenaires, donc privées, devront faire pour se substituer au portail public. Parce qu'en effet, aujourd'hui, il y a beaucoup de prétendants au type de PDP et il y aura forcément peu d'élus. Tout en sachant qu'à la fin, que vous passiez par un OD, par un PDP, tout doit passer par le PPF, qui est la plateforme où l'État va puiser les informations et valider la bonne application de la réglementation. Donc, l'OD va vraiment jouer un rôle de facilitateur entre les clients, les fournisseurs et leurs plateformes. Donc, un OD uniquement va vous assurer votre mise en conformité. Donc, le périmètre d'un OD, ça peut varier d'un acteur à l'autre, mais nous, ce qu'on va retrouver, le pilier qu'on va retrouver qui vont vous assurer cette mise en conformité chez Nexia, ça va être par exemple donc, ce qu'on a noté à l'écran, donc la collecte et le dépôt pour vous des factures et de leur statut sur la plateforme PPF. On va également gérer les formats qui sont attendus par les PPF. On reviendra plus tard sur les formats. On va communiquer avec vos outils métiers, bien entendu, avec vos ERP. Et on va assurer le flux de données et de documents depuis et vers la solution OD. Et bien sûr, ce qu'on a voulu mettre en avant chez Nexia, c'est la valeur ajoutée de la plateforme à vos équipes métiers sur les factures. Aller plus loin et profiter de cette réforme pour apporter vraiment plus de praticité à vos équipes métiers. Donc Maxime, il va nous illustrer tout ça avec son schéma. S'il te plaît. Merci beaucoup Olivia. Du coup, sur le schéma que vous avez à l'écran, on a un exemple de rôle de facilitateur que peut avoir un opérateur de dématérialisation. Dans le cas des factures fournisseurs, il va être en mesure de jouer le relais entre fournisseurs et acheteurs sur des factures B2B domestiques assujetties à la TVA. Votre fournisseur va venir déposer sur sa plateforme, par exemple, le portail public de facturation, la facture au format électronique, C2I, UBL ou FactureX, puisque ça fait partie des 3 formats exigés par l'État sur le PPF. Un OD pourra venir se connecter pour vous au PPF pour venir collecter les factures dans un format qui sera exploitable et pratique au quotidien pour les outils que vous avez. Par exemple, le format FactureX, nous, on préconise ce format parce que c'est vraiment un format de facture mixte, comme expliquait Olivia tout à l'heure. Il vous permet de capitaliser à la fois sur un lisible, l'image de la facture, mais aussi sur les données. Et cet OD va également pouvoir, tout au long du cycle de vie de la facture, remonter les statuts au portail public de facturation pour faire le lien entre fournisseurs et acheteurs. Il va également pouvoir gérer les factures fournisseurs qui ne sont pas assujetties à la TVA, qui ne sont pas soumises à la facture électronique, puisqu'il y en aura toujours, en tout cas dans un premier temps, c'est notamment des factures qui proviendraient de fournisseurs étrangers, qui vont être reçues soit au format papier, soit par mail. Et donc là, vous allez pouvoir vous appuyer sur un OD qui va venir capturer l'image et les données de ces factures que vous avez reçues au préalable par mail ou bien numérisées. Et puis, bien entendu, il peut y avoir tout un tas de services en plus, de la gestion électronique de documents, du traitement, de la circulation, de la validation de factures dans un workflow, etc., etc. Si on se place côté facture client, encore un rôle de relais qui peut être intéressant. Un OD va être en mesure de venir collecter les factures qui sont émises par votre ERP, qu'elles soient directement générées dans un format électronique si votre ERP est en mesure de le faire, ou bien de les transformer derrière pour les passer dans un format exploitable, par exemple FactureX. Il va pouvoir derrière venir directement les déposer pour vous sur le PPF en se connectant en votre nom, remonter les statuts également, et puis sur des factures qui, pour le coup, ne seraient pas assujetties à la TVA, eh bien, on peut tout à fait imaginer une diffusion automatique par mail avec un signalement derrière des erreurs de diffusion éventuelles si vous n'avez pas toutes les informations de votre acheteur, et ça vous limite l'effet boîte noire qu'il y aurait sur un fonctionnement un petit peu classique. Donc là, on le voit bien, on a vraiment un rôle médiaire et de facilitateur autour du portail public de facturation et de liens entre fournisseurs et acheteurs. C'est très synthétique. Bien sûr, il y a un périmètre beaucoup plus vaste qui peut être couvert, on va y revenir. Justement, quel est le périmètre qui est à couvrir par la solution de facture électronique? Alors, cette question-là, on nous la pose assez souvent. Sachez qu'il peut y avoir une solution, il peut y en avoir plusieurs également pour couvrir tout ce périmètre-là. Nous, on préconise
justement de s'appuyer sur un opérateur de dématérialisation et sur la plateforme de l'État, par exemple, puisque c'est la plateforme qui sera au centre de ce dispositif. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est tout le périmètre global, tout le cycle de vie d'une facture qui sera d'une manière ou d'une autre à couvrir dans le cadre du passage à cette facture électronique. Donc, votre facture, au moment de sa préparation et de son émission, elle va être déposée sur la plateforme qui a été choisie par le fournisseur, par exemple le portail public de facturation. Une fois qu'elle a été déposée, elle sera émise par cette plateforme pour être transmise à la plateforme de l'acheteur. En l'occurrence, ça peut très bien être le portail public de facturation. Ce portail public de facturation, une fois qu'elle a été reçue, va opérer un certain nombre de contrôles. On appelle ça les contrôles réglementaires. Donc, dedans, vous avez ce qu'on appelle des contrôles techniques. Est-ce que il y a des virus dans cette facture? Est-ce que elle dépasse un certain poids, etc., etc. Il y a des contrôles également fonctionnels et applicatifs. Ça va être, par exemple, est-ce que cette facture, elle est bien dans un des 3 formats qui sont exigés par l'État, C2I, UBL ou FactureX? Est-ce qu'elle est en doublon? Vraiment des choses qui sont très techniques, très informatiques. Une fois que ces contrôles sont faits, elle pourra être rejetée ou mise à disposition. Si elle est rejetée, eh bien, elle revient à destination du fournisseur. Si elle est mise à disposition, eh bien, l'acheteur pourra venir la collecter pour pouvoir la prendre en charge des équipes. Cette prise en charge pourra tout à fait être assurée dans le cadre d'un workflow de traitement et de circulation de factures et vivre au fur et à mesure de son traitement, de son cycle de vie et changer de statut. Elle va par exemple être suspendue si on considère qu'il manque des pièces, il manque des éléments autour de cette facture et elle sera ensuite complétée par le fournisseur que vous avez au-dessus. Elle va également pouvoir être en litige si par exemple il y a un avoir qui est attendu ou qu'on n'est pas d'accord de toute manière avec le contenu de la facture. Elle pourra être approuvée partiellement ou totalement. Ça, c'est le principe de validation un petit peu plus classique que vous avez d'habitude. Et puis, si on considère que toutes les conditions ne sont pas remplies d'un point de vue métier par rapport à ce qu'attendent vos équipes, eh bien, ils auront la possibilité de la refuser. Si tout va bien, on avance jusqu'à une mise au paiement. Le statut paiement transmis et le statut encaissé en découlent. Donc, on voit bien qu'on a un certain nombre de statuts de cette facture. Certains sont obligatoires, certains sont recommandés, certains sont optionnels. De toute manière, ça permet d'illustrer qu'au fur et à mesure de ce cycle de vie, il y a plusieurs acteurs, il y a plusieurs étapes. Et ce périmètre-là, il peut tout à fait être combiné entre le portail public de facture, une plateforme quelconque, et un opérateur de dématérialisation. Ce que vous avez en jaune, c'est vraiment la réception entre plateformes et les contrôles purement techniques qui, pour nous, ont fait en doublon dans une autre solution. Mais tout ce que vous avez autour en gris-bleu, eh bien, c'est tout à fait des étapes ou des statuts qui peuvent être intéressants en s'appuyant sur un opérateur de dématérialisation. Si on se place côté facture non électronique, puisque vous allez en gérer au moins dans un premier temps, même principe, vous allez avoir un cycle de vie à gérer de ces factures, une traçabilité qui sera sans doute un peu plus difficile à avoir puisque vous n'avez pas de traces ou de dépôt sur le portail public de facturation. Par contre, vous allez pouvoir compenser le fait que ces factures n'arrivent pas totalement dès le départ au format électronique avec par exemple un module de l'ADRAD sur la facture pour extraire l'image et les données de cette facture et permettre de les traiter derrière. Et puis bien sûr, vu que ce sera des factures type B2B international ou B2C, il faudra produire et envoyer le e-reporting à une fréquence définie en fonction du régime de votre entreprise. Autre question qu'on nous pose assez souvent, ok, on a vu le périmètre, on a vu le cycle de vie, mais ça va changer quoi pour moi dans mon métier, cette réforme? Eh bien, on vous a mis quelques exemples de solutions à mettre en perspective par rapport à vos propres process et vos propres outils. Mais si on se place côté commercial ou administration des ventes,
il faudra nécessairement désormais transformer le format de la facture qui est émise par votre ERP s'il n'est pas en mesure de générer directement une facture électronique. Il faudra prévoir, ça on vous le conseille vivement, une validation avant diffusion de cette facture à votre client pour s'assurer que dans tous les contrôles qui sont faits par le portail public de facturation, eh bien, elle ne soit pas rejetée. Et ça vous fait de la gestion si vous ne validez pas correctement en amont. Assurer également le dépôt soit des factures qui auront été validées, soit l'envoi de factures qui auraient été complétées ou rectifiées les étapes qu'on a vues tout à l'heure. Si on se place côté Credit Manager, vous allez avoir une bien meilleure visibilité sur la validation et la mise en paiement de vos factures. Donc ça vous évite les boîtes noires que vous pouvez avoir aujourd'hui. Il y aura également un suivi de l'avancement de la facture, de son dépôt jusqu'à son statut final. Donc vous allez pouvoir limiter le risque client derrière, mais ça va nécessiter d'être vraiment proactif sur le pilotage du cycle de vie de votre facture, c'est-à-dire vraiment de marquer chaque facture au fur et à mesure de son avancement et de la suivre très finement sur vos tableaux de bord. Et puis, si on se place plutôt côté comptable, ordonnateur ou gestionnaire, eh bien, une des difficultés, entre guillemets, qu'il va y avoir dans un premier temps, c'est que vous allez avoir deux modes qui vont cohabiter. La gestion de factures qui seront déjà dans le bon format, qui seront électroniques et qui seront dans un fonctionnement nominal par rapport à ce que demande l'État dans ses spécifications, et puis celles qui sont à côté, qui ne sont pas encore en conformité ou alors qui ne le seront jamais, peut-être sur certaines factures étrangères. Donc ça va vous demander une certaine harmonisation de vos pratiques et de trouver des manières de gérer ça. Vous aurez également davantage de données à produire qui seront automatisées et davantage de données qui seront analysées pour pouvoir prendre des bonnes décisions, savoir ce que vous faites de la facture, est-ce que vous l'approuvez, est-ce que vous la suspendez. Ce sera plus simple de le faire à la lecture des contrôles qui auront été réalisés par vos outils. Et puis, il sera encore plus nécessaire qu'avant d'avoir une gestion harmonisée, centralisée de vos factures, mais aussi de tous les documents qui vont y être associés. Je te laisse la main, Olivia. Je vais couper mon micro pour éviter les petits problèmes de tout. Merci. Alors, une top question aussi, c'est voilà, j'ai entendu que la réforme a été reportée, mais jusqu'à quand? Est-ce que je dois geler mon projet en attendant? Donc là, c'est vraiment une question sur le podium de vos interrogations. Donc déjà, si vous assistez à notre webinaire, c'est que vous êtes dans la bonne dynamique. Vous voulez forcément vous assurer de votre mise en conformité, ne pas être en retard et surtout aborder ce projet sereinement. Parce que c'est un projet, on va pas se mentir, qui va quelque peu chambouler vos équipes. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de vous rassurer avec tout ça. Donc au niveau des dates, la livraison du PPF devait être courant 2024. Donc la date de mise en conformité, elle n'est pas communiquée, mais bon du coup ce sera forcément pas 2024. Donc on parle d'un report d'un an minimum, mais il n'y a aucune communication officielle qui est sortie à l'instant où on vous parle. Par contre, il y a un projet de calendrier qui est à l'étude, qui est le suivant. Donc en 2024, la finalisation du portail public. En 2025, le lancement de la phase pilote. Et en 2026, le début de la réforme en 2 ou 3 phases. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, l'échéance, elle va arriver à plus ou moins moyen terme. Donc, il y a vraiment des choses que vous pouvez faire déjà. Donc, par exemple, faire un diagnostic de l'existant, donc tant à votre niveau organisationnel que SI. Il faut également définir ce dont vous avez réellement besoin aujourd'hui. Il faut écrire vos process et vraiment pouvoir prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe chez vous. Il faut également anticiper la conduite du changement. C'est un pilier très important, l'accompagnement des équipes. Il faut donc du coup, pareil, quand on parle d'équipe, communiquer en interne sur les changements qui vont être liés à cette réforme et surtout voir comment profiter de cette réforme pour acquérir une solution qui va vous assurer à la fois votre mise en conformité et la digitalisation de vos process de facture. Donc en conclusion, il vaut mieux anticiper plutôt que de geler votre projet parce que comme on vous l'a dit, ça va arriver à moyen terme. Et vu que ça a déjà pris du retard, on peut se dire là aujourd'hui que c'est un projet qui va vraiment demander du temps et des ressources pour sa bonne mise en place. Voilà. Du coup, comme on l'a vu, cette réforme, c'est un sacré projet pour une société. Donc, on nous demande souvent, très bien, mais
Par où je dois commencer? Quelles sont les grandes étapes? Et donc là, Maxime va vous répondre là-dessus. Merci Olivia. Alors effectivement, les grandes étapes du projet, vous les avez sous les yeux. En tout cas, Olivia, vous parlez de diagnostic de l'existant. C'est important de le faire parce que c'est ce qui va vous permettre derrière de comprendre ce dont vous avez réellement besoin de votre entreprise ou de votre organisme. Diagnostic de l'existant, c'est faire une cartographie de vos processus actuels, de la manière dont vous travaillez, qu'est-ce qui est réalisé, dans quel outil, à quel endroit c'est un peu plus chronophage que vous aimeriez, à quel endroit on est sur quelque chose qui n'est pas dématérialisé. Et en face, quel est le système d'information que j'ai à ma disposition, quelles sont les tâches qui ne sont pas informatisées potentiellement ou qui pourraient un petit peu plus. Donc c'est vraiment une photo à l'instant T de ce que vous avez et des points qui peuvent être irritants pour vos équipes. Donc là, ce qu'on vous préconise, c'est vraiment de faire des entretiens avec les principaux métiers qui vont être concernés. C'est vos équipes commerciales, administration des ventes, c'est vos équipes comptables, les différentes personnes chez vous qui traitent, qui demandent ou qui valident des achats, et bien sûr les équipes informatiques. Une fois qu'on a fait cette photo, prendre le temps de définir la cible que vous souhaitez mettre en place d'un point de vue purement organisationnel et également système d'information. Ni l'un ni l'autre, puisqu'ils sont assez liés et ça vous permet d'avoir vraiment une vision globale. L'étape 3, qui est très importante, mais qui est souvent oubliée, c'est l'analyse des impacts. L'analyse des impacts, c'est se dire, OK, j'ai un existant, j'ai défini une cible, le passage de l'existant vers la cible, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça induit, qu'est-ce que ça impacte pour mes équipes, mon organisation, mon système d'information. C'est très important de le faire parce que si vous passez de l'existant à la cible sans mesurer, identifier ces impacts-là, il peut y avoir un peu plus de conduite de changement que prévu au final sur ce projet-là. D'un point de vue déploiement de l'outil, il va y avoir la première étape, nous, qu'on vous préconise, c'est déjà de commencer par un workflow de traitement des factures, qu'elles soient électroniques ou pas électroniques. C'est ce qui va vous permettre de centraliser et d'harmoniser vos pratiques, d'accord ? D'avoir une manière fluide, structurée, organisée, de faire circuler vos factures, de les traiter, de les faire valider et de l'adosser à un module de gestion électronique de documents qui va vous permettre d'avoir un référentiel documentaire unifié, des factures au bon endroit, facile à retrouver et les documents qui vont avec également. Une fois que vous avez fait ça, pourquoi pas mettre en place également un workflow de traitement des achats qui va vous permettre d'avoir une chaîne complète de traitement de l'achat à la facture de manière structurée et harmonisée. Une fois que vous avez fait les étapes 4 et 5, ou uniquement la 4 par exemple, mais en tout cas, une fois que vous avez fait ces préalables, eh bien, venir connecter ce que vous avez mis en place en amont avec le portail public de facturation et puis adapter le paramétrage des workflows que vous avez mis en place. Puisque nécessairement, il y a des nouvelles données qui vont venir se rajouter, il y a des nouveaux statuts qui vont venir se rajouter. Et donc, la connexion avec le portail public de facturation va nécessiter forcément des petites adaptations. Ensuite, on vous préconise de faire un bilan de ce que vous avez mis en place et un diagnostic de l'utilisation de ce que vous avez déployé. C'est-à-dire, par rapport à toutes les fonctionnalités que vous avez mis en place, quel est le pourcentage qui est utilisé, quel est le pourcentage qui est maîtrisé et quel est le pourcentage de satisfaction sur tout ça. Ça vous permet de vous assurer que le paramétrage correspond, que la solution vous va bien et que vos équipes sont suffisamment à l'aise pour en tirer le plein potentiel. Voilà. Puis là, on vous avait illustré le principe de déploiement avec tout d'abord le workflow de traitement de facture fournisseur, client et la gestion électronique de documents. Et ensuite, soit en parallèle, soit en décalé, eh bien, le volet plutôt opérateur de dématérialisation et la partie achat si vous ne l'avez pas déjà. Je te laisse la main, Olivia. Je vais couper mon micro. Merci. Alors, maintenant que vous avez été convaincu
que le projet doit être bien démarré en amont de la mise en application effective de la loi, il va falloir dans certains cas convaincre votre direction de mettre le projet à l'ordre du jour. Donc comment convaincre votre direction. Donc déjà, comme on l'a dit, comme on l'a vu, ces projets, ça prend du temps. Comme tout projet qui implique différents services, donc ici on va avoir le service informatique, finance, compta, direction, etc., et qui implique également des prestataires externes, ça nécessite de prendre le temps de bien se coordonner, de bien choisir son partenaire, bien entendu. Donc il est nécessaire d'acter votre décision pour impliquer l'ensemble des parties prenantes. Dans ce type de projet, on prend vraiment jamais assez d'avance. En effet, aussi, je sais que certains d'entre vous, je vous laisse des participants, ont déjà mené des projets de facture électronique et vous savez que les déploiements, c'est une phase qui peut prendre du temps, qui peut parfois être un petit peu compliquée. Là, dans ce cadre-là, en tant qu'acheteur, il faut convaincre ses fournisseurs de se connecter où on leur demande. Ces derniers, ils ne veulent pas multiplier les projets informatiques. Et puis, en tant que vendeur, c'est savoir qui accepte des factures électroniques et sous quel format, quelle adresse, etc. Donc, l'annuaire régi par la PPF va permettre de centraliser toutes ces infos. Et puis, dès qu'il va être disponible, donc on l'a vu courant 2024, il y a des tests qui pourront être menés par les PDP ou par les OD avec leurs clients. Sachant qu'aujourd'hui, personne, même les prétendants PDP, n'ont pu effectuer ces tests. Voilà. Autre point à prendre en compte, c'est que la réforme, elle est complexe et il faut procéder par étapes, les référentiels, les échanges de factures, etc. Donc, même si vous prenez de l'avance, il y aura forcément une phase de test, une phase de réajustement qu'il faudra connaître au plus tôt. Et c'est forcément avec la pratique qu'on va arriver au mieux à coller aux exigences de la réforme. Puis enfin, il y a tellement de cas d'usage, comme on l'a vu dans le cadre de la réforme, que ça va être l'occasion, même l'obligation pour certaines entreprises de remettre à plat leurs pratiques. Et parfois, dans certaines entreprises, les pratiques n'ont pas été revues depuis très longtemps, voire trop longtemps. Donc là, c'est vraiment l'occasion de le faire. Puis enfin, la réforme, elle aura un impact sur la gestion des processus métiers, avec notamment l'arrivée des workflows de validation qui sont au cœur de vos systèmes de gestion. Il y aura donc à prendre en compte votre capacité interne à évoluer sur ce type de système. Donc, il faut vraiment se lancer et il ne faut pas trop tarder pour être vraiment prêt à utiliser vos nouveaux outils et à les tester pour pouvoir être efficace en temps voulu. Hop, donc si on change, voilà. Alors, une autre question qu'on a eue, une question pratique. Certains de mes fournisseurs sont des TPE, des petits artisans. Qu'est-ce que ça change pour moi ? C'est assez simple. En fait, la temporalité de la mise en application de la loi, là, elle a vraiment toute son importance. Donc, selon la taille de l'entreprise, ces dernières vont être dans l'obligation plus ou moins tôt d'émettre ou pas des factures électroniques. Donc, pour les TPE et les petits artisans, ils seront touchés par l'obligation d'émission plus tard que les autres. Donc, néanmoins, il faudra gérer ces factures-là. Donc, eux, ils vont passer soit par leur comptable pour le faire ou le faire eux-mêmes. Vous, de votre côté, ceux qui vont les recevoir, il faudra automatiser le traitement de ces factures. Et dans ce cas-là, comme aujourd'hui, il y a des outils de l'aide qui sont liés à des workflows qui vont vous aider dans ce processus. Voilà. Donc, si on passe à la question... une question pratique aussi. Est-ce que cette réforme, elle se limite uniquement à la France ou aussi à nos fournisseurs étrangers? Merci. Merci Olivia. Alors, c'est une question qu'on a assez souvent, effectivement. Donc déjà, première réponse, c'est une réforme qui se veut avant tout franco-française. Aujourd'hui, les spécifications de l'écrit, c'est vraiment en très grande majorité une description entre entreprises françaises, plutôt B2B, qui sont assujetties à la TVA. Donc, on est vraiment sur des échanges entre fournisseurs et clients français. Il y a bien sûr des solutions de contournement, on va dire, qui sont mises en place dans le cadre de cette réforme pour pouvoir gérer justement ce qui sortirait un petit peu du cadre. C'est le cas du B2B international et du B2C pour lequel il faudra produire ce qu'on appelle le e-reporting, dont vous avez dit tout à l'heure. C'est rendre compte de ce qui s'est passé dans le cadre de transactions ou de paiements qui sortent de ce cadre franco-français B2B. Et puis, vous allez pouvoir effectivement capturer l'image et donner de ces factures avec de la LADRAT, par exemple, sur des factures fournisseurs. Sachez qu'il y a des initiatives qui existent déjà dans l'Union européenne, puis à l'échelle un petit peu plus globale. À l'Union européenne, on a un modèle très similaire au portail plus de facturation qui existe en Italie, où vous avez l'ensemble des factures, que ce soit entre entreprises B2B,
particulier B2C ou B2J, les factures qui sont envoyées au secteur public, tout passe par le système SDI de l'Italie, qui est l'équivalent du portail public de facturation, et ça fait depuis 2019. On pense à Chorus également, hein, sur le secteur public, qui en plus s'appuie sur un sécurisé européen qui s'appelle PayPal, qui permet d'harmoniser un petit peu les échanges de factures au volet européen. Donc on a déjà des prémices d'une harmonisation européenne, on a déjà des initiatives, ce qui nous laisse penser qu'à terme, les différentes plateformes étatiques vont probablement échanger entre elles, hein, dans le futur. On peut tout à fait imaginer à l'avenir que le PPF va communiquer avec la plateforme italienne, avec la plateforme espagnole, etc., etc. D'accord ? Et puis, voire même des initiatives un peu plus internationales, mais alors là, on est beaucoup plus dans le futur qu'au niveau européen, ce sera déjà pas mal. Voilà, et puis une autre question qu'on nous pose souvent, comment je m'assure de la sécurité, hein, des données dans la mise en place des outils que je vais avoir? Nous, notre conseil, hein, très simple, c'est assurez-vous que vos données sont hébergées en France, donc, et sécurisées avec une certification ISO 27001. Donc, veillez à ce que l'hébergeur que vous choisissez pour la solution, hein, de passage à la facture électronique soit certifié ISO 27001, autant que possible privilégier ce qu'on appelle le cloud souverain de l'hébergement en France sur les propres data centers et serveurs de votre fournisseur, plutôt que des solutions plutôt anglo-saxonnes qui vont beaucoup plus permettre d'utiliser vos données sans votre consentement. D'accord ? Typiquement, sur l'hébergement aux États-Unis, vous êtes, il y a un droit de regard, des autorités américaines sur ce qu'il y a dedans. En conclusion, je te laisse la main, Olivia, je vais couper mon micro. Eh ben, merci Maxime. Merci surtout à vous pour votre participation, pour les questions que vous avez posées. Je vois qu'il y a quelques questions d'ailleurs qui ont été posées sur le chat, donc on va pouvoir vous y répondre. Je ne sais pas si on va essayer d'en traiter au moins certaines. Ouais. Pas mal, hein, mais on va essayer de remonter, d'en traiter certaines. Alors, il y avait une question de Chloé qui disait comment est-ce que vous envoyez les factures dans le réseau, du coup, Synexia et OD. C'est très simple, en se connectant au portail public de facturation, en utilisant en fait l'adressage des factures, on se connecte en votre nom pour déposer et collecter les factures. C'est comme ça qu'on envoie les factures dans le réseau Chloé, Synexia et OD. Si je suis exonéré de TVA, pas besoin de la facture électronique. Sur le papier, là tout de suite, je vous dirais non, mais à prendre avec des pincettes quand même. Babacar, bonjour, l'OD ne doit pas être certifié notamment pour gérer tout le cycle de vie. Alors pas forcément en fait. Ça, c'est une des idées reçues. La certification, elle permet de dire je me substitue à la plateforme de l'État, le portail public de facturation, pour envoyer et recevoir des factures. D'accord ? C'est ça en fait, c'est à ça que candidate un PDP, un portail. Une plateforme de dématérialisation partenaire. Les plateformes privées ont l'intention de se substituer à la plateforme de l'État. Nous, en tant qu'OD, on a plutôt un positionnement où on considère que ça peut être un allié, qu'on peut être très complémentaire et que de toute manière, en bout de chaîne, tout va aller vers le portail public de facturation. Donc, on a plutôt vocation à compléter ce qui sait moins bien faire, c'est-à-dire toute la partie facilitation de votre métier où via du workflow et de la GED, on peut vous accompagner. Je regarde ensuite dans le cas du flux entrant, donc sur le cas des factures fournisseurs, hein, tel que je lis, quelle est votre recommandation pour le choix d'un workflow en amont proposé par OD ou PDP versus celui proposé par l'ERP comptable? Alors là, vous avez deux manières de procéder. Soit vous êtes dans une logique, je fais 100% dans mon ERP comptable, avec parfois
une ergonomie qui n'est pas toujours au rendez-vous sur du traitement, de la validation de factures. En tout cas, c'est les retours qu'on a de nos clients. Soit vous considérez que tout le volet, tout le volet centralisation du référentiel de données, gestion de tout ce qui est hors traitement des factures, je le garde dans mon ERP, mais par contre, je viens compléter avec un outil OD ou PDP qui va vous permettre de faciliter le traitement des factures, que ce soit de la facture fournisseur ou de la facture client. Ça peut être tout à fait intéressant, mais c'est vraiment deux approches différentes. C'est très subjectif sur votre perception de l'outil que vous allez avoir. D'accord, mais les deux sont tout à fait possibles et complémentaires. Autre question de Romain. Bonjour, comment faire si je n'ai pas le même PDP que mon fournisseur ou client? Eh ben, c'est pas grave, puisque, et c'est valable d'ailleurs, hein, que ce soit un PDP ou un OD, c'est pas grave que votre PDP ou votre OD soit pas le même que votre fournisseur ou client, puisque ils vont nécessairement communiquer entre eux, soit directement d'outil à outil, soit via le portail public de facturation qui va servir de relais et de centralisateur via des opérateurs de dématérialisation si nécessaire. Savez-vous si le PPF proposera une API pour les éditeurs de logiciels? Alors oui, il y aura des API sur le portail public de facturation. Typiquement, pour rien vous avec Nexia, nous on prévoit de se connecter au portail public de facturation en utilisant l'ensemble des API qui sont proposées, qui sont spécifiées d'ailleurs dans les différentes spécifications de l'État. Donc, on pourra le faire. Et il y a Stéphanie qui nous demande ce que c'est Nexia. Alors, Stéphanie, Nexia, c'est justement notre solution qu'on propose pour la dématérialisation des factures et la gestion électrique de documents, qui vous permettra justement de passer à la facture électronique et de manière générale de faciliter le quotidien de vos équipes. Donc on va pouvoir vous le présenter un peu plus en détail si nécessaire. D'autres questions, on traite les dernières et puis après on va vous libérer. Les factures en suspension de TVA vont où? Alors là, vous me posez une colle là tout de suite. Dans le e-reporting, devons-nous mettre nos achats? Alors c'est le fournisseur qui doit faire le e-reporting pour vous, donc je dirais nécessairement c'est pas le cas. Quelles mentions devons mettre dans le e-reporting? En fait, tout ça, c'est décrit précisément dans les spécifications de l'État, qui vous dit exactement tout ce qu'il y a dans les données de transaction et tout ce qu'il y a dans les données de paiement. Vous trouverez ça directement dans les spécifications qui sont disponibles sur le site de la DGFiP. Voilà, on a encore beaucoup de questions, j'imagine. On se fera un plaisir d'y répondre. Mais je pense que le mieux, c'est qu'on prenne rendez-vous ensemble pour parler de votre projet. Je vais couper mon micro, comme ça je te laisse conclure, Olivia. Merci beaucoup en tout cas pour toutes votre participation en amont avec toutes les questions que vous nous avez posées, vos questions là en live pendant le webinaire. Nous on a été vraiment ravis de préparer ce webinaire avec vous. On voit qu'il y a plein de questions, donc on est très très content. On voit qu'il y a des clients aussi qui nous posent des questions. Dans tous les cas, on va vous recontacter. Et puis vous aussi, n'hésitez pas à nous contacter par email, par téléphone, par LinkedIn. Moi je serais vraiment et Maxime aussi. Ravi d'échanger avec vous. Voilà. Donc merci beaucoup. C'était super de faire ce webinaire. J'espère que ça a été intéressant. On a des bons commentaires, donc on est content. Et voilà. Maintenant, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit, et puis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.